Bonjour à tous, bienvenue à notre séminaire web sur la prédisposition génétique de la maladie cœliaque. Je m'appelle Clarisse Miel et je suis votre présentateur aujourd'hui. Ce webinaire vous est offert par Genica, laboratoire spécialisé en biologie moléculaire, y compris la médecine prédictive. Pendant ce mois de mai, nous avons célébré la Journée internationale de la maladie cœliaque. Nous avons donc pensé que c'était une très bonne occasion de faire un séminaire web sur la prédisposition génétique de cette maladie, suivi par une promotion. L'ordre des sujets de ce séminaire est le suivant. Nous commencerons par une brève introduction à la génétique prédictive et comment elle peut nous aider au jour avec les patients. Ensuite, nous parlerons de la maladie cœliaque et pour finir, nous présenterons une description du protocole d'action pour la prise d'échantillons et les différents aspects administratifs. Qu'est-ce que c'est la médecine prédictive? C'est la branche de la médecine qui va déterminer la probabilité d'apparition de certaines maladies dès l'âge adulte. L'objectif principal est d'appliquer des mesures préventives afin d'éviter l'apparition de la maladie. Si elle ne peut pas être évitée, du moins retarder son apparition ou atténuer les symptômes. Il est important de préciser que toute méthode pour prédire la maladie future est basée sur la génétique et c'est pour ça que nous allons approfondir sur ces sujets. Donc, l'objectif est de connaître les bases génétiques du patient à partir d'un test génétique et l'information génétique que nous allons obtenir nous permettra de changer les facteurs environnementaux en vue de prévenir l'apparition de la maladie. Ce schéma peut être appliqué à toutes les maladies multifactorielles de l'âge adulte. La maladie cœliaque que nous allons traiter aujourd'hui, mais aussi l'obésité, les diabètes, les cancers, l'ostéoporose, l'Alzheimer, certains types d'Alzheimer. Donc, nous allons maintenant creuser un peu plus sur la maladie cœliaque. Et nous commençons par une définition. C'est une maladie multisystémique provoquée par les gluten avec une médiation immunologique, une forte base génétique et elle a un caractère permanent. Le diagnostic de la maladie cœliaque est très long, ça prend une moyenne d'environ 10 ans. Et pourquoi? Parce que les symptômes sont très différents et très diversifiés. Il est établi de nos jours qu'approximativement 80% des cœliaques ne sont pas diagnostiqués. Et voilà pourquoi. Nous avons un premier groupe des symptômes digestifs, qui sont les symptômes classiques qu'on va s'attendre chez des enfants, mais ces symptômes digestifs, ils sont peu fréquents en adultes, uniquement 14% les présentent. Donc, qu'est-ce que nous avons dans ces symptômes intestinaux? Ça va être les diarrhées, distension abdominale, anorexie, perte de poids, asthénie. Passons au deuxième groupe, les symptômes extradigestifs, qui sont fréquents en adultes. Voilà pourquoi des diagnostics difficiles. Nous avons des douleurs articulaires et osseuses, fatigue, infertilité, avortement, dépression, anxiété, ataxie, fracture sans traumatisme, ménopause précoce, paresthésie, dermatite, alopécie, aphte, hypoplasie de l'email dentaire. Voyez la difficulté des symptômes très divers et très variés. Et finalement, nous avons ici un groupe des personnes qui sont asymptomatiques, pas des symptômes et clinique anticorps négatif. Donc, dans ce troisième groupe, la base du diagnostic consiste en la démonstration des altérations dans l'intestin et l'étude génétique. Nous avons besoin de tous ces deux éléments. Et maintenant, regardons quelques chiffres.
il est établi aujourd'hui que dans la population générale, 1 sur 100 personnes est cœliaque. Mais ces chiffres vont changer quand il existe une génétique positive, une génétique HLA positive, augmentant dans ces cas-là à 1 personne sur 30, ou ce qui est pareil, 3 personnes sur 10, 3%. Lorsque, en plus, nous avons un membre de la famille au premier degré atteint de la maladie cœliaque, ces chiffres augmentent encore beaucoup plus. Nous avons 1 personne sur 10. Il est très important de faire une étude génétique pour savoir si le patient est dans les groupes de la population générale, dans les premiers groupes, ou s'il y a une possibilité plus élevée de développer cette maladie. Allons voir maintenant l'étiologie. Cette maladie cœliaque possède une composante immunitaire, une composante génétique et une composante environnementale. Donc, voyez-vous, si on compare avec des maladies génétiques rares, qui ont une composante, la composante génétique, ils ont une mutation, ils ont la maladie. Là, cette maladie cœliaque, elle est beaucoup plus complexe. Donc voilà, commençons par la composante immunitaire. Vous voyez ici, il y a beaucoup d'anticorps, antigliadine, anti-endomysium, la transglutaminase, les antipeptides synthétiques, qui sont tous impliqués dans la cascade d'inflammation qui implique les symptômes de la maladie cœliaque. Ces composants est parfaitement décrit et connu. Ensuite, nous avons une composante génétique. Les études de concordance des jumeaux indiquent que les taux de concordance pour les jumeaux monozygotes, les jumeaux dizygotes et pour les membres de la famille au premier degré sont très différents. Pour les jumeaux monozygotes, les taux de concordance est très élevé, de 70 à 100%. Ces jumeaux monozygotes partagent les 100% de ces gènes. Et ce qui veut dire ce taux de concordance, c'est que de 70 à 100% des causes de la maladie cœliaque coïncident dans ces jumeaux. Quant aux jumeaux dizygotes, vous voyez ici, le taux de concordance est beaucoup plus bas, uniquement de 20%. Ces jumeaux dizygotes ne partagent pas les 100% de ces gènes, ils sont simplement comme des frères ou sœurs. Et le taux de concordance entre membres de la famille au premier degré, il est entre 8 et 18%. Tout ceci veut dire que la composante génétique apporte une charge très importante dans le développement de la pathologie, puisque les jumeaux monozygotes ont une concordance qui est très élevée, mais ça ne peut pas être uniquement dû à ceci, parce que sinon les fratries, les dizygotes, les jumeaux dizygotes ou les fratries, développeraient la maladie cœliaque d'une manière beaucoup plus frappante et ce n'est pas le cas. Donc, cela signifie qu'il y a une composante environnementale, la troisième, qui est très importante. Et c'est là, dans ces cas-là, c'est l'exposition au gluten. Nous allons voir maintenant la composante génétique, où nous avons des gènes non HLA et des gènes HLA impliqués dans le développement de la maladie cœliaque. Et nous allons commencer par les gènes non HLA, tout simplement parce qu'ils sont un peu plus faciles à déterminer, même si ce sont les gènes HLA que nous connaissons très bien aujourd'hui. Parmi les gènes non HLA associés à la maladie cœliaque, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Vous voyez l'extérieur de ces cercles. Nous voyons qu'il y a des gènes qui affectent les systèmes neurologiques, des gènes hématologiques, des gènes métaboliques, des gènes liés au cancer, autres gènes un peu moins importants liés au comment est-ce qu'on bronze, la couleur de nos cheveux, etc. Et surtout, vous voyez, tous ces côtés à droite, c'est des gènes associés à la réponse immunitaire. Vous voyez, on va voir quelques-unes, la maladie de Crohn, la diabète type 1,
l'arthrite rhumatoïde, la sclérose multiple, les vitiligo. Ces gènes, les gènes, vous les voyez ici, dans ces étiquettes. Et tous ces gènes qui apparaissent ici, ils sont tous dans des références bibliographiques qui sont associées à la maladie cœliaque. La taille de l'étiquette est directement proportionnelle au nombre des associations ou des références liées à la maladie cœliaque. Donc, cela veut dire qu'il y a certains gènes non HLA qui sont plus fortement associés à la maladie cœliaque que d'autres. Les plus grandes, et l'étiquette, la plus grande association entre les gènes et cette maladie. Vous voyez, il y a des grands et il y a des plus petits. Mais ce qui m'intéressait aujourd'hui, que vous voyez avec ces cercles, c'est que vous compreniez la complexité de la charge génétique qui peut développer la maladie cœliaque. Comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas une maladie monogénique. Donc, dans ces cas-là, les maladies monogéniques, ils ont une mutation et les patients présentent la maladie. Mais dans ces cas-là, la maladie cœliaque est bien plus complexe. Donc, on revient à l'éthologie. Nous avons vu dans la composition génétique les gènes non HLA. Maintenant, nous allons voir les gènes HLA qui ont été découverts en premier, là tout en bas. Et c'est ces gènes qui comptent avec les plus d'études d'association avec la maladie cœliaque. Et voilà, je vous présente les chromosomes 6. C'est ça. Ces gènes HLA se localisent dans ces chromosomes 6. Il y a plusieurs groupes de gènes HLA. Les classes 1, les classes 2. Ceux que nous allons étudier aujourd'hui sont des gènes de classe 2. Et c'est ces deux-là, tout en bas, c'est les TQB1 et les TQA1. Ces gènes, TQA1 et TQB1, sont les responsables de la présentation de l'antigène dans les cellules T, les lymphocytes T. Comme ces gènes ont l'un des marqueurs des risques associés à la maladie cœliaque, cette présentation de l'antigène ne se fait pas correctement et c'est à ce moment-là que se déclenche la cascade d'inflammation et les symptômes intestinaux qui présentent les patients cœliaques. C'est ce qu'on représente dans ces graphiques. Du point de vue génétique, la protéine synthétisée par ces gènes, qu'on vient de voir et qu'on va développer plus, possède une composante qui se trouve à l'extérieur de la membrane cellulaire et une autre partie qui se trouve dans la membrane. Il y a deux chaînes. Vous voyez, il y a une chaîne, c'est la chaîne alpha et la chaîne bêta. Et chacune de ces chaînes est synthétisée par un gène différent. La chaîne alpha est synthétisée par le gène HLA-DQA1 et la chaîne bêta est synthétisée par le gène HLA-DQB1. On fait l'analyse de tous ces deux gènes, les DQA1 et les DQB1, parce que ça va être les différentes combinaisons de ces deux qui nous donnent les différents marqueurs. Je vous montre maintenant un exemple pour mieux comprendre. Lorsque en DQA1, nous avons les allèles 0,5, 0,1 et dans DQB1, nous avons les allèles 0,2, 0,1, ces combinaisons, et uniquement ces combinaisons, c'est l'haplotype DQ2. On l'appelle DQ2 car c'est une manière de simplifier. Et ces DQ2, comme vous savez certainement déjà, c'est l'un des haplotypes associés à la maladie cœliaque. On va voir l'autre haplotype associé à cette maladie. C'est quand nous avons en DQ1 les allèles 0,3, 0,1 et en DQB1 les allèles 0,3, 0,2. Et c'est cette combinaison de 0,3, 0,1 et 0,3, 0,2 qui nous donne l'haplotype DQ2.
DQ8. Et DQ2 et DQ8 sont les deux marqueurs qui sont associés les plus souvent avec la maladie cœliaque et les plus simplement démontrés. Mais il y en a plus. J'ai beaucoup simplifié pour que vous compreniez tout l'ensemble DQ2 et DQ8. Mais par exemple, DQ8, qu'on voit ici dans la ligne 3, DQ8 et 0,3, l'allèle 0,3, toujours, et n'importe lesquels sont ces deux chiffres qui suivent, quand il y a 0,3, c'est toujours DQ8. Chacun de ces marqueurs, donc là vous avez quelques-uns, mais il y a d'autres, donne une plus ou moins grande prédisposition à développer la maladie cœliaque. Donc par exemple, les DQ2, qu'on voit dans les deux premières lignes, s'il est en position 6, il va nous donner un risque élevé, voire très élevé. Mais quand il est en position 30, il va donner un risque modéré. Ensuite, on voit ici qu'il y a deux haplotypes qui ne sont toujours pas détectés. Les laboratoires ne les détectent pas toujours. Suivant les laboratoires vont aller tester directement les deux combinaisons qui donnent les deux haplotypes les plus courants. Donc, c'est les DQ2 et les DQ8. Mais ils sont en train de manquer tous ces half DQ2. Et ce que je vous recommande, c'est qu'à l'heure de choisir un laboratoire pour faire les tests des prédispositions à la maladie cœliaque, assurez-vous qu'il est capable de détecter les half DQ2. Nous, on fait toute la typification du gène complet H et LA, et comme ça, on est sûr d'avoir toutes les combinaisons possibles, donc compris ces half DQ2. Car ces half DQ2, on voit qu'ils donnent un risque modéré au bas, mais c'est quand même un risque. C'est toujours un risque à développer la maladie. Donc, les patients qui portent ces génotypes ne peuvent pas écarter la maladie cœliaque. Il est nécessaire de connaître cette donnée dans tous les patients. Pourquoi est-il important de détecter DQ2, DQ8 et half DQ2 ? Dans une population non cœliaque, c'est-à-dire une population dite normale ou saine, 30% d'individus présentent DQ2 ou DQ8. Les 70% ne les présentent pas, mais quand même 30%, c'est un pourcentage qui est important des populations qui présentent ces deux marqueurs à risque. Et l'effet de présenter les marqueurs à risque ne signifie pas qu'ils vont développer la maladie cœliaque. Cela veut dire qu'ils sont à risque, mais qu'ils sont porteurs des génotypes, mais il n'y a pas une certitude de développer la maladie. Et vous allez me demander donc pourquoi, si je trouve des marqueurs de risque DQ2 et DQ8 en population aussi saine, pourquoi on fait les tests? Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe dans la population cœliaque. Dans la population cœliaque, presque tous, on comptabilise plus de 99%. Je ne vais pas dire 100%, parce que ce n'est pas vrai, mais plus de 99% vont avoir soit DQ8, soit DQ2, soit half DQ2. Vous voyez que DQ8, elle est présente seulement dans 5% des patients. Et pour les autres, ça va être un peu plus que 85%. Mais pour l'ensemble de tous les patients, presque tous les patients cœliaques, ont DQ2 ou DQ8. Nous, sur une étude de plus de 4000 patients, nous avons eu seulement une patiente dans laquelle on n'avait pas ces marqueurs. Ce qui veut dire que si on fait une étude génétique à une personne qui ne sait pas encore si elle est atteinte de la maladie cœliaque, parce que cette personne peut être un membre de la famille au premier degré d'un cœliaque, ou parce que la maladie, tout simplement, elle n'a pas encore été diagnostiquée. Et sur cette personne, les résultats montrent qu'elle n'a pas DQ2 ni DQ8. Nous devons positionner cette personne dans la partie du graphique qui correspond à la population saine qui n'a pas DQ2 ni DQ8. Ce qui veut dire que la maladie peut être écartée. On reviendrait ici, dans cette partie, qui ne présente ni DQ2 ni DQ8 en population saine. Ces deux marqueurs ont une excellente valeur prédictive négative pour cette maladie.
Et un autre cas, si on fait une étude à un patient et il présente des coups au DQ8, là, on ne sait pas encore où les positionner à ces patients. Si dans les groupes des patients qui possèdent ces génotypes, ou dans le groupe des contrôles sains qui possèdent les génotypes, mais qui ne développera pas la maladie. C'est-à-dire, nous ne savons pas s'il va développer la maladie, mais nous savons qu'il y a plus de possibilités de la développer. Mais si le résultat est négatif, comme nous avons vu au premier cas, nous savons qu'il ne la développera pas. Donc l'objectif principal de cette étude est de pouvoir écarter la maladie cœliaque chez les patients où il y a des doutes ou dans des familles de cœliaques où il y a des membres qui veulent être sûrs de ne pas l'avoir, de ne pas la développer. Donc on revient, voilà, résumons la forte valeur prédictive négative de ce test. Donc voilà, les objectifs pour un patient de faire cette étude génétique sont les suivants. On va pouvoir identifier des patients susceptibles de développer la maladie cœliaque, donc savoir s'ils ont une possibilité de la développer ou non, numéro 1. Le deuxième, écarter la maladie en personnes sans risque. Ce deuxième objectif est très intéressant pour les familles qui ont déjà des enfants atteints, par exemple, et qui ont d'autres. Et l'objectif sera d'écarter la maladie cœliaque dans les membres de la famille qui n'ont pas hérité les marqueurs à risque. Ils savent qu'ils ne vont pas développer la maladie et cette information va les éviter de faire des contrôles cliniques périodiques et va les apporter une tranquillité d'esprit. Savoir qu'ils peuvent faire une diète et introduire les gluten dans la diète, etc. Troisième objectif serait la prévention des pathologies associées chez les patients. Pouvoir diagnostiquer au plus tôt une personne, si cette personne est atteinte de la maladie cœliaque, puis assurer qu'elle soit nourrie correctement, donc éviter les gluten pour qu'elle ne développe pas d'autres pathologies associées, ou qu'elle ne va pas développer en plus la maladie de Crohn ou certains types de lymphomes. Prévention des pathologies associées, très important. Et le dernier objectif est de pouvoir faire des études familiales, car cette maladie ayant une composante génétique très forte, on peut connaître les risques et la susceptibilité chez les membres de la famille au premier degré. Quand est-ce qu'on doit recommander cette étude? Quels sont les critères d'inclusion que nous pouvons considérer dans ce test génétique? Cette étude est recommandée aux patients avec un diagnostic incertain, doute du diagnostic, pour faire un diagnostic différentiel. Chez les patients qui n'ont pas de symptômes clairs ou dans les cas où les symptômes peuvent amener à confusion, s'il y a plusieurs pathologies différentes, on peut exclure l'existence de la maladie. Si les patients ne présentent pas les marqueurs à risque DQ2, half DQ2, DQ8, cela nous permet d'exclure la maladie dans 99% des patients. Il peut aussi servir, dans les cas contraires, pour confirmer un diagnostic, comme soutien au diagnostic. Par exemple, si les patients ont des symptômes qui sont différents de la diarrhée classique, donc il y a les symptômes autres que la diarrhée sont plus de 50% des cas, ou des symptômes qui ne sont pas digestifs. On a vu dans les adultes, les symptômes digestifs concernent que 14% des personnes. Et il y a un autre point, soutien au diagnostic, quand la difficulté principale est d'établir un diagnostic dans un court délai. Dans ces cas-là, les résultats positifs peuvent appuyer le diagnostic et apportent davantage d'informations aux médecins pour l'aider à faire un meilleur diagnostic, les confirmer et pour les faire plus rapidement. Donc on a vu les groupes 1, tous ces patients pour lesquels on a un doute sur les diagnostics. Mais un autre critère d'inclusion serait faire des études familiales.
lorsque dans une famille il y a un cœliaque déjà diagnostiqué, il est recommandé de faire l'étude génétique à tous les membres de la famille au premier degré au moins. Donc c'est les parents, les frères, sœurs, les enfants. Et là, ce qu'on veut faire, c'est identifier les patients avec un risque de développer la maladie cœliaque. Et quant à ces patients à risque, il est possible qu'ils ne développent jamais la maladie, je le répète encore, mais il est possible aussi qu'ils soient en train de la développer avec des symptômes si différents des symptômes classiques ou avec des symptômes cliniques, de manière que la maladie n'est pas identifiée. Donc il faut l'identifier au plus tôt pour éviter les complications. Le troisième critère d'inclusion serait des patients asymptomatiques qui présentent un risque élevé en raison de présenter une maladie associée à la maladie cœliaque, comme le diabète, la thyroïde auto-immune, les patients avec les syndromes de Down, ou les syndromes de Turner, ou les syndromes de Williams. L'objectif chez ces patients, qui sont difficiles à diagnostiquer, c'est de pouvoir déterminer de manière précoce s'ils sont atteints de la maladie cœliaque pour éviter des complications bien plus graves. Et nous devrions dire pas seulement chez ces patients, mais en réalité tous les patients atteints des maladies auto-immunes comme l'arthrite, l'arthrose. Nous avons vu dans les cercles tout à l'heure, il y a beaucoup de maladies auto-immunes liées à la maladie cœliaque. Il devrait toujours faire l'étude génétique de la maladie cœliaque. Que faisons-nous des résultats? Une fois nous avons identifié chez les patients des haplotypes des risques associés à cette maladie, donc on revient des coups de Ralph, des coups de Q8, ces patients possèdent un risque à développer la maladie cœliaque. Si nous n'avons pas un patient, mais un membre de la famille au premier degré, ou une personne qui appartient à une population à risque, et les marqueurs des risques de la maladie sont identifiés, ces résultats vont justifier un suivi, justifie des analyses des anticorps périodiques pour vérifier si la maladie se développe ou si les patients a commencé à manifester des symptômes. Ensuite, si les patients ont une clinique qui est non concluante, clinique ou sérologie non concluante, et son test génétique nous donne des marqueurs associés à la maladie cœliaque, ces résultats peuvent confirmer les diagnostics. Selon les recommandations de l'Association européenne de gastroentérologie pédiatrique et pathologie et nutrition, si les patients présentent une génétique positive, il y a aussi des symptômes de la maladie cœliaque. Dans certains cas, là ça va être surtout quand il y a des symptômes intestinaux. Dans certains cas, il ne serait même pas nécessaire de réaliser la biopsie pour voir les villosités intestinales, car les diagnostics seraient confirmés. Donc on a dit symptômes intestinaux plus des génétiques. Donc éviter une biopsie à un patient, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable à tenir en compte. Et là, je vais vous montrer d'une manière plus visuelle pour ceux qui ne savent pas comment une maladie cœliaque est diagnostiquée. Je vais vous montrer ici. Généralement, lorsqu'une personne possède un membre de la famille atteint de la maladie cœliaque ou des symptômes, la première chose que le médecin va demander, c'est une étude anticorps que je vais représenter ici avec ces cercles verts. Et une étude anticorps qui, dans la plupart des cas, va être négative. Donc, la recommandation va être de répéter cette étude périodiquement, généralement tous les 2 ans. On répète, et quand ce résultat est positif, je le représente avec un cercle rouge, on doit faire une biopsie des villosités intestinales pour confirmer le diagnostic. Celle-ci est la procédure classique pour confirmer qu'une personne est atteinte de la maladie cœliaque. Et normalement, quand ceci arrive, c'est parce que le patient a une génétique HLA positive. Mais que se passe-t-il s'il présente des marqueurs HLA négatifs? Si on fait une étude familiale, par exemple,
dans un enfant qui n'a pas eu encore des symptômes et qui on l'a fait ces tests pour voir s'il présente la même maladie que ses frères et sœurs ou que ses parents, par exemple. Dans ces cas-là, la génétique HLA négative va nous dire qu'il n'y a pas besoin de faire un suivi clinique, donc pas un suivi clinique des analyses tous les 2 ans, simplement nous avons écarté la pathologie. Bon, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, cela écarte la pathologie dans plus de 99% des cas. Connaissant cette information, on va éviter toutes les implications et suivis ultérieurs. Pour illustrer ce que je viens de présenter, j'ai apporté 2 cas cliniques qui sont assez frappants. Ils ne sont pas frappants, il faut que je vous dise, pas par les cas cliniques en lui-même, mais par les nombres de fois qu'ils se répètent, car ce sont les 2 profils des patients que nous recevons toutes les semaines au laboratoire. Le premier cas, c'est un bébé de 4 mois qui a 2 frères déjà diagnostiqués, l'un à l'âge de 10 mois et l'autre à l'âge de 13 mois. Donc, ça avait traîné un peu, ça avait été un peu difficile pour les parents. Et ces parents voulaient être sûrs, voulaient voir s'il fallait éliminer les gluten de la diète du 3e, ou si on peut la continuer. Si on peut la commencer. Les parents n'ont pas encore introduit les gluten dans son alimentation de ces bébés. Donc, on fait les tests. On les fait à partir d'un échantillon de muqueuses buccales. Donc, c'est que pour les bébés, c'était facile parce que c'est indolore. On met des coubillons dans la bouche, on gratte un peu des cellules de la muqueuse buccale. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et qu'est-ce que nous avons comme résultat? Nous avons des Q5 et des Q6. Si vous vous rappelez les tableaux que nous avons vus tout à l'heure, ce n'est pas d'haplotype de risque pour la maladie cœliaque. Donc, les bébés ne présentent pas l'haplotype à risque. Donc, le conseil du médecin, c'est d'écarter la maladie cœliaque. Voilà, pour les parents, l'angoisse est éliminée. Maintenant, ils savent qu'ils peuvent introduire les gluten normalement dans la diète de son bébé à n'importe quel moment. Et en plus, cet enfant n'aura pas besoin d'un suivi clinique pour cette maladie et il ne va pas présenter des symptômes. La maladie a été écartée. Et ça, celui-ci, c'est un cas que nous recevons toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et voilà, les deuxièmes cas cliniques. Ça rentre dans un groupe des cas cliniques des patients qui sont les membres de la famille au premier degré de nos patients cœliaques. Dans ces cas-là, nous avons une grand-mère de 58 ans qui a souffert de digestion difficile tout au long de sa vie depuis qu'elle est petite et en plus maintenant elle développe une arthrite rhumatoïde. Récemment, sa petite fille de 2 ans a été diagnostiquée de la maladie cœliaque et c'est ça qui a mis toute la famille la puce à l'oreille. Il faut dire aussi que la mère de la petite fille, qui est la fille de cette grand-mère de 58 ans, elle a aussi des symptômes et une suspicion de maladie cœliaque. Mais la grand-mère, elle avait plus de symptômes et en plus une affection immunologique, donc c'est elle qui est venue en premier au laboratoire. Donc on fait les tests et qu'est-ce que nous trouvons? Des Q2, des Q7. Risque élevé de développer la maladie cœliaque. Qu'est-ce qu'il lui dit son médecin? Régime strict sans gluten. Et la patiente, dès la 3e semaine, commence à sentir des améliorations des symptômes digestifs et quelques mois plus tard, les douleurs articulaires ont diminué. Son traitement qu'il avait prescrit son rhumatologue, il est éliminé et voilà, sa qualité de vie s'est bien améliorée. Cette femme, il est bien possible qu'elle soit une cœliaque et qui a commencé à développer des symptômes depuis son enfance. Donc, si ça aurait été diagnostiqué plus tôt, voilà, dans ces cas-là, c'est bien plus que la moyenne de 10 ans. Sachant qu'il avait des symptômes intestinaux toutes petites, la moyenne des diagnostics, c'était plus de 50 ans. Et elle aura eu une vie bien plus meilleure. Mais voilà, résolu. Et maintenant que nous avons vu la génétique de la maladie cœliaque, je vais vous montrer
la facilité du protocole d'action. Comment c'est facile? Première chose, je voudrais vous dire que le test est simple. L'échantillon, c'est des cellules de la muqueuse buccale. On dit souvent, on annonce que c'est un test à partir de la salive, parce qu'on veut que les patients, les médecins aussi, qui comprennent que ce test, il fait pas mal, ce n'est pas une prise de sang, ce n'est pas une biopsie, que le test fait pas mal. Mais en vérité, on ne veut pas la salive, on ne veut pas que cet écouvillon soit imprégné en salive, puisqu'il n'aura presque pas de cellules, très peu. Et ce qu'on veut, c'est obtenir des cellules de l'intérieur de la muqueuse buccale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est l'écouvillon, c'est un sort de coton-tige stérile, on le voit à l'intérieur, qui est protégé dans ces tubes. Donc, nous avons 2 par patient, parce que nous allons utiliser un écouvillon pour chaque intérieur de la joue. Nous lavons, nous l'ouvrons. On fait attention de ne pas toucher l'intérieur. Il n'est pas indispensable de mettre des gants en latex pour protéger. Si on ne touche pas l'intérieur, on se limite à toucher ici l'extrémité extérieure, on ne devrait pas avoir de contamination. Donc, on l'ouvre, tenant par le couvercle, on insère l'écouvillon dans la bouche et on frotte pendant 1 minute dans l'intérieur de la joue. Ça fait pas mal, hein, même si je dis que ça frotte énergiquement, les cellules ils vont s'adhérer bien facilement à cet écouvillon. On répète de l'autre côté avec l'autre écouvillon. On le range à nouveau chacun dans son tube protecteur et on identifie clairement avec les noms du patient dans l'extérieur du tube. Il y a un endroit pour écrire et on ferme et on scelle ici. On peut fermer avec du scotch ou quelque chose qui colle. Préparation du patient, il a presque pas, les patients n'ont pas besoin d'être à jeun. Seulement 1 heure avant de faire les prélèvements, il doit avoir la bouche propre. Donc, il faut pas manger, pas boire, pas fumer, pas manger un chewing-gum, pas se laver les dents, pas des bonbons, 1 heure avant de faire les prélèvements. C'est la seule préparation. En même temps qu'on va faire la prise d'échantillon chez notre médecin ou chez une association de patients cœliaques, on va devoir remplir avec le médecin ou avec les centres une demande des services d'un test génétique. Et en 2e page, il y a un consentement éclairé que le patient doit signer. Il doit dire « Je suis conscient que j'ai fait un test génétique ». Donc voilà, pour résumer les protocoles généraux, le patient va à une consultation chez son médecin ou association. Il explique, normalement il a déjà expliqué avant, peut-être. Ils vont prendre l'échantillon, ils vont remplir les documents qu'on vient de voir. Tout ça va dans une enveloppe. Il n'y a pas de transport spécifique, il n'y a pas de froid. Ça se transporte dans une enveloppe à température ambiante. Suivant, nous avons des médecins ou des associations qui vont nous envoyer un paquet, pas avec un seul échantillon pour une personne, mais pour plusieurs patients. Tant qu'il y a les noms clairement écrits dans les tubes protecteurs et que les documents, la demande, le formulaire, il est rempli, il n'y a pas de souci. Donc, il va envoyer ça par courrier au laboratoire et le laboratoire, par email, va envoyer des retours chez les médecins ou l'association, jamais les patients. Médecin ou association, on va envoyer les résultats en format électronique avec un code pour ouvrir les documents. Et là, le médecin va faire une 2e consultation et va expliquer aux patients, il va les dire quels sont les conseils. Et nous avions pensé, comme au début j'ai annoncé, comme c'était les mois du cœliaque, que nous allions faire une promotion aussi. Nous voulons créer, nous voulons que les gens connaissent qu'il y a cette forte prédisposition et qu'il y a un test qui peut détecter la prédisposition. On parle bien de la prédisposition, ce n'est pas un diagnostic, c'est une prédisposition, mais qui peut écarter la maladie dans 99% des cas, où on a vu tous les objectifs, on peut valider soutenir un diagnostic. Et c'est un outil de plus. Ça ne va pas éliminer les autres méthodes de diagnostic qu'il y a de la maladie cœliaque.
Donc voilà, ce qu'on voulait faire, c'est une promotion spéciale. Ici, vous voyez comme dans cette diapositive, j'ai mis le 31 mai, parce que j'avais fait un premier séminaire web pendant le mois de mai. Mais là, quand la deuxième séminaire web commence maintenant fin mai, on va prolonger la promotion pendant tous les mois de juin. Donc, si vous allez participer à ces webinaires et que vous envoyez au moins 10 échantillons, en fait, chaque paquet de 10 échantillons pour cette génétique, le 11e sera gratuit. Donc, ça peut être intéressant. On a déjà eu les cas des associations qui nous ont envoyé. Donc, chaque paquet de 10, 11e gratuit. Et là, il me reste à vous remercier sincèrement d'avoir participé à ces webinaires d'aujourd'hui. Et là, je vais donner un petit temps pour des questions-réponses. Si vous regardez à droite de votre écran, vous avez un panneau de configuration avec un onglet chat. Là, je vous invite maintenant à écrire vos questions par écrit et moi, je vais les répondre à l'oral. D'ailleurs, j'ai déjà, pendant la présentation, j'ai reçu des questions, mais je ne pouvais pas les répondre, je ne voulais pas l'arrêter, donc je vais les faire maintenant. Voilà, la première. Je viens de les mettre ici. Les tests à partir de la salive est-il aussi fiable qu'à partir du sang? Oui, absolument. Toutes les cellules d'une personne possèdent exactement les mêmes ADN. Et donc, n'importe quel est l'échantillon biologique que nous recevons, on peut faire un test et le test, il y aura la même exactitude et la même fiabilité du résultat. Donc oui, on peut les faire en salive aussi bien qu'en sang et en plus, il faut profiter parce que faire un test à partir d'un échantillon de la muqueuse buccale, il est bien plus simple qu'aller se faire une prise, extraire du sang. Voilà, je vais répondre à une deuxième question. J'ai une patiente qui suit un régime sans gluten et qui souhaite faire les tests de la maladie cœliaque. Doit-elle recommencer à introduire les gluten dans sa diète pour pouvoir faire ces tests génétiques? Non. Non. Les composants environnementaux, qui est dans ces cas-là l'exposition au gluten, est complètement indépendant. La génétique d'une personne ne change jamais. Nous avons la même génétique pendant toute notre vie. Donc, les gluten, on a un gluten dans la diète ou pas, ça ne changera pas les résultats. Donc, cette personne n'a pas besoin de réintroduire les gluten dans sa diète pour faire les tests. Elle peut bien continuer sa diète sans gluten si elle se sentait bien comme ça. Non, elle n'a pas besoin de réintroduire les gluten. Voilà, j'ai une question qui vient d'arriver. Les parents d'une personne cœliaque doivent faire ces tests. Oui, toujours. Ce sont des membres de la famille au premier degré. Donc, normalement, il est certes, nous allons penser plutôt à tester les frères et les sœurs parce qu'ils nous sommes préoccupés par la croissance. Mais les parents, ils peuvent ne pas avoir des symptômes classiques, puisqu'on a vu qu'uniquement 14% des adultes, ils présentent des symptômes digestifs, mais ils peuvent avoir développé cette maladie, ou ils peuvent avoir un risque. Par exemple, nous avons beaucoup de rhumatologues, même il y a un de nos clients, un rhumatologue, qui a fait une étude très récemment sur plus de 400 patients. Et c'est vrai que l'arthrose, l'arthrite, ce sont des maladies immunologiques qui peuvent être provoquées par les gluten. Donc, on peut avoir des parents qui sont susceptibles après de développer une arthrose pour aller au cas que nous venons de voir, ou qui l'ont déjà et qui sont en traitement depuis quelques temps, depuis des années et qui sont pas une bonne qualité de vie. Donc oui, les parents absolument, ils doivent les faire. Il est recommandé. Faut-il répéter les tests périodiquement? Non, les tests génétiques,
Je l'ai dit tout à l'heure en répondant à une autre question, notre génétique, c'est la même toute la vie. Les tests ne changera pas. Donc, ce qu'on fait nous, on fait la typification du gène HLA complet pour voir toutes les combinaisons possibles et pour voir même des haplotypes qui aujourd'hui, nous ne savons pas qui donnent un risque, mais on saura plus tard. Donc, il y a des personnes, effectivement, nous avons reçu des patients, par contre, qui avait fait un test et par un autre laboratoire qui avait testé uniquement les deux combinaisons. Vous avez vu, c'est des combinaisons qu'on a vues, les TQ2 et les TQ8, et qui étaient négatives. Et cette personne, elle continue à avoir des symptômes, donc elle ne pouvait plus. Elle est venue dire, bon, mon test, il a donné négatif. Mais quels étaient les contenus de votre test génétique? TQ2, TQ8 négatifs. Est-ce qu'ils ont testé toutes les HLA? Non. Donc voilà. Nous avons testé, effectivement, elle avait les half des coups, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et donc elle avait un risque. Et finalement, ça, ensemble avec les symptômes digestifs, son médecin, il a stipulé qu'il avait une maladie cœliaque, donc ils ont éradiqué les gluten. Donc normalement, non. Si on fait les tests complets des HLA, de ces gènes HLA, nous n'avons pas besoin de répéter les tests. Nous avons les tests pour toute la vie, les résultats pour toute la vie. Sauf pour ces cas de patients qui continuent à avoir des doutes parce qu'ils les ont testés les deux haplotypes les plus courants et qu'ils veulent faire le reste du typage de ces gènes HLA. C'est le seul cas dans lequel on pourrait faire les tests parce qu'il n'a pas été fait en complet. Mais sinon, il ne faut pas répéter. Et voilà, bon, j'ai un dernier test qui était sorti tout au début, mais bon, qui a été répondu déjà pendant la présentation. On peut faire les tests chez un nouveau-né? Oui, absolument. On peut les faire parce que dès qu'on est né, nous avons des cellules avec notre génétique, voilà, notre ADN, et on peut faire absolument chez un bébé. Donc, merci pour votre attention. Merci pour les questions. Si vous avez encore des commentaires, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, c'est une maladie très complexe, effectivement, même côté génétique, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Voyez ici mon email, cmiel@genica.es. Et bon, si vous pouvez profiter de la promotion, elle sera jusqu'à fin juin. Merci beaucoup et j'espère avoir de vos nouvelles. Et sinon, j'espère au moins que ça vous servira pour votre clinique, votre pratique clinique de tous les jours. Merci.